Bon, bonsoir à tous. Donc, on est ravis de vous recevoir à nouveau ici, aussi nombreux en plus. Voilà, du coup, je voulais remercier à la fois Matteo Merzagora qui a insisté à ce qu'on repasse un format live, alors que moi j'avais un peu peur au départ, donc je sais très bien, et aussi les fonds SPCI qui ont financé la poursuite de ces conférences. Donc voilà, nous voici en live et on a le plaisir d'accueillir le professeur Jérôme Vial de l'SPCI et le capitaine Vincent Kisuel qui travaille au Centre de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale et qui vont nous parler à la fois de la chimie et des utilisations pratiques des reconnaissances des empreintes olfactives par des techniques très avancées. Merci. Merci Mathéo, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais. Alors, donc je commence par me présenter. Donc, je m'appelle Jérôme Vial. Donc, Mathéo, il a été gentil, il m'a donné un peu plus de grade, il m'a monté en professeur. Donc, je suis maître de conférence. Donc, je travaille dans un département qui s'appelle Chimie, Biologie, Innovation. Et je suis dans un service qui s'appelle le laboratoire Sciences Analytiques, Bioanalytique et Miniaturisation. Alors moi, je vais vous faire une petite introduction sur qu'est-ce que c'est que la chimie analytique et quels outils on peut utiliser. Toute la partie plus criminalistique, je laisserai le capitaine Kisuel vous en parler, il le fera bien mieux que moi. Alors, on va commencer par parler un petit peu de ce que c'est que la chimie analytique. Alors, pour présenter la chimie analytique, j'ai utilisé un support qui est un petit peu désuet à l'heure actuelle, puisque je suis allé chercher dans une encyclopédie. Les encyclopédies, maintenant, ça a été complètement détrôné par Wikipédia, et on n'en trouve pas beaucoup. Mais moi, j'aime bien quand même me baser sur des choses qui sont un peu plus solides que tout ce qu'on trouve sur Internet. Et donc, je vous ai récupéré la définition de la chimie analytique telle qu'on peut la trouver dans l'encyclopédie Universalis. Alors, qu'est-ce que c'est que la chimie analytique ? On nous dit que c'est la branche de la chimie qui a pour but identifier, caractériser et quantifier des substances chimiques. Donc pourquoi j'ai mis en rouge ces termes-là ? Parce que c'est des mots-clés qu'on va utiliser au niveau des outils qu'on va mettre en œuvre. Cette chimie analytique, ce n'est pas simplement l'utilisation d'appareils et de méthodes qui existent, c'est aussi du développement. Et c'est là où je dirais qu'en termes scientifiques, on a une plus-value, on apporte quelque chose. À savoir, un chimiste analyticien, c'est tout sauf un presse-bouton. En fait, un chimiste analyticien, c'est lui qui va trouver la technique, la méthode, les principes physico-chimiques qui sont à la base des phénomènes qui sont mis en jeu et qui va pouvoir justement, à partir de la compréhension de ce qui se passe, essayer de trouver la meilleure solution pour répondre à un problème. Donc, la notion de compréhension des phénomènes physico-chimiques, elle est essentielle dans notre travail, ainsi que les processus qui vont être mis en jeu pour mettre en œuvre ces techniques analytiques et les améliorer de manière continue. Donc la définition, même si elle est un petit peu vieille, elle reste complètement d'actualité aujourd'hui. Alors, on peut se demander à quoi ça sert la chimie analytique et où est-ce qu'on la retrouve. Si on regarde, en fait, la chimie analytique, elle répond à une demande sociétale extrêmement forte qui couvre à peu près tous les domaines. Donc là, j'ai fait une liste qui était non exhaustive, mais parmi les domaines où la chimie analytique est indispensable, on retrouve la santé, tout ce qui est sécurité alimentaire, bien sûr tout ce qui est environnement. On peut avoir des choses un peu plus médiatiques comme tout ce qui est fraude et contrefaçon ou les problèmes de dopage, les demandes industrielles, et puis j'ai mis en rouge l'aspect que je laisserai traiter par mon collègue pour la suite. Alors, parmi ces techniques analytiques, il y en a une qui a une place centrale. Pourquoi ? Parce qu'elle représente, je dirais, grosso modo, à peu près la moitié des méthodes d'analyse qui sont utilisées aussi bien dans l'industrie que dans l'académie. C'est la chromatographie. Alors, cette chromatographie, là aussi, je suis reparti de la définition de mon encyclopédie Universalis, et on nous dit que c'est une méthode d'analyse chimique qui va nous aider et qui va consister à séparer les constituants d'un mélange. Et j'ai insisté sur le nom séparé, parce que c'est extrêmement important, et c'est là la force de cette technique qui va nous permettre justement, à partir de plusieurs éléments tous regroupés, de les séparer les uns des autres, et ensuite de pouvoir les caractériser. On dit de manière un peu pompeuse qu'elle est universellement employée, au laboratoire comme dans l'industrie. Alors ça me fait un peu rire, ça veut dire que dans l'industrie, il n'y a pas de laboratoire.
En fait, non. Je pense qu'ils ont voulu dire que c'était aussi bien dans les domaines académiques que dans les domaines industriels. Et c'est utilisé pour l'analyse, c'est-à-dire la caractérisation, la quantification de ce qu'il y a dans un mélange, ou la préparation de manière quantitative de certains composés dont on veut qu'ils soient purs. C'est par exemple le cas pour des médicaments qui doivent être purifiés avec cette technique. Alors on peut se demander pourquoi il y a quelque chose qui fait référence à une sorte d'écriture des couleurs dans cette notion de chromatographie. Alors pour arriver à comprendre l'origine du nom, il faut remonter aux origines de la chromatographie. Et cette chromatographie, elle a été, si on s'en réfère à la légende, mise au point et développée non pas par un chimiste, mais par un botaniste qui avait un nom assez imprononçable et qui s'appelait Sweat. Et lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris une feuille, il avait écrasé sur une sorte de papier buvard, et puis il avait plongé cette feuille de papier buvard dans une sorte de petit bécher, et le solvant montant par capillarité, il avait entraîné différents pigments qui constituaient cette feuille, et on avait une séparation de différents pigments de différentes couleurs. Alors, plutôt que de faire de longs discours, je vous ai reproduit de manière schématique cette manip originelle, où on a ici notre feuille de petit papier qui ressemble à du papier buvard, la pastille qu'on écrase en bas de la feuille, et puis cette feuille-là, on va la plonger dans un récipient qui contient un solvant. Et donc, ce solvant qui se situe en bas, il va mouiller le bas de notre feuille de papier buvard, et par un phénomène qu'on appelle la capillarité, il va se propager le long de ce papier et entraîner les différents constituants qu'on peut avoir dans ce bout de feuille écrasé. Alors la manip, si on la reproduit expérimentalement, voilà ce que ça donne. On voit des taches avec différentes couleurs. Donc là, ça donne pas grand-chose comme ça. Si on fait un petit zoom sur cette feuille de papier buvard, qu'est-ce qu'on voit? On voit différentes taches de différentes couleurs. Et en fait, ces différentes taches, ça correspond aux constituants qui sont présents dans cette feuille. Donc, tout en haut, qui ont migré avec le front de solvant, on trouve le carotène. En dessous, l'exanthophylle. Puis, les deux chlorophylles, chlorophylle A et chlorophylle B. Donc, c'est de cette manip que provient le nom originel de la chromatographie. Si on réfléchit comment ça marche, en fait, la séparation, elle se base sur la distribution. Donc, le fait qu'un composé, il soit plus, soit avec ce qu'on appelle la phase stationnaire ou la phase mobile. Donc, si on essaye de faire l'analogie avec ce qu'on a vu avec la petite expérience et notre feuille de papier sur laquelle on avait écrasé un bout de feuille, on a notre phase stationnaire qui serait le papier et notre phase mobile qui serait le solvant en mouvement qui monte par capillarité et qui entraîne les différentes espèces au fur et à mesure. Donc ça, on a un effet d'entraînement par la phase mobile et un effet de rétention par la phase stationnaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que suivant le fait que les composés qu'on cherche à séparer, ils ont plus d'affinité pour la phase stationnaire ou pour la phase mobile, ils vont monter plus ou moins haut et ils vont se propager au niveau de cette feuille avec des vitesses de déplacement différentes. Donc qui dit vitesse de déplacement différente dit possibilité de séparation. Alors, si on fait l'évolution de la chromatographie, on n'est pas resté à cette petite feuille de papier qu'on plongeait dans une sorte de cristallisoire pour faire monter le solvant par capillarité. Et on est très vite passé de la chromatographie sur papier à d'autres types de chromatographie. Donc, une autre chromatographie qui est une évolution de la chromatographie sur papier, c'est ce qu'on appelle la chromatographie sur couche mince. Donc, c'est le même principe. Sauf qu'au lieu d'utiliser une feuille de papier, on utilise un support qui peut être déposé sur une plaque de verre, par exemple, sur laquelle on va déposer un adsorbant qui peut être de la silice, de l'alumine ou tout autre matériau qui possède des propriétés qui peuvent être intéressantes pour la séparation. Et là, on va avoir aussi une séparation qui va se faire selon le même type de mécanisme. Avantage de la chromatographie sur couche mince, on maîtrise un petit peu mieux le type d'interaction, le type de phénomènes qui vont être mis en jeu que dans le cas de notre feuille de papier.
Et puis, voilà, je fais un bond vers le 21e siècle. Qu'est-ce qu'on utilise en laboratoire? On utilise de la chromatographie dite sur colonne. Cette fois-ci, on va non pas avoir un papier, mais une colonne chromatographique. Alors, ces colonnes, j'ai fait des petites photos. Voilà un exemple de colonne utilisée quand la phase mobile est un liquide. Donc, d'habitude, je la fais passer, mais Covid oblige, je vais la garder ici. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ce que je vous invite à faire, c'est à l'issue de la présentation, vous pouvez vous rapprocher, je la laisserai sur la table pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est. En fait, c'est un petit cylindre, un petit peu comme un stylo, qui est rempli à l'intérieur avec un absorbant. Et puis, l'autre colonne que j'ai présentée, c'est ce qui ressemble à une bobine de fil. En fait, c'est ce qu'on appelle une colonne capillaire, et c'est ce qu'on utilise quand la phase mobile, ce n'est pas un liquide, mais un gaz, puisqu'on peut faire également de la chromatographie en utilisant un fluide qui va entraîner les composés, qui va être sous forme gazeuse. Donc là, en fait, c'est une bobine qui est faite d'un tube capillaire avec des dimensions caractéristiques de l'ordre de la centaine de microns en termes de diamètre interne. La longueur, c'est plusieurs dizaines de mètres. Là aussi, je la laisse ici si vous voulez voir ce que c'est à la suite de la présentation. N'hésitez pas à venir voir ce que ça représente. Alors, on nous a dit qu'on faisait une conférence expérimentale. Donc, dans l'idéal, j'aurais voulu emmener une chaîne chromatographique et vous faire une séparation de chromato ici. Sauf qu'on a eu quelques petites contraintes pratiques et on n'a pas pu avoir la salle suffisamment tôt pour que je puisse emmener la chaîne. Comme ça représente quand même un certain poids et c'est assez fragile, je n'ai pas voulu prendre le risque et donc je me suis un peu débiné et je vous ai fait, avec l'aide de Fabrice, un petit film. Si j'arrive à le remettre. Voilà. Donc, je vais lancer le petit film et puis on va le commenter ensemble. Donc, ici, on a un exemple de chaîne chromatographique. Cette chaîne chromatographique, elle est constituée de différents modules. Et là, ce qu'on voit qui est blanchâtre, c'est la colonne. C'est l'endroit où va se faire la séparation. Contrairement à la petite colonne que je vous ai montrée qui était en métal et en acier inoxydable, où on ne voit rien à l'intérieur, celle-ci est transparente, elle est en verre. Ça, c'est le mélange de colorants qu'on va vouloir séparer. Et ici, on a notre système qui va nous permettre d'injecter l'échantillon. Donc, on aspire l'échantillon avec une seringue. On voit l'échantillon, il est violet. Et cet échantillon, grâce à une vanne d'injection, il va se retrouver au niveau de ce qu'on appelle une boucle qui va permettre justement de localiser et de prélever cet échantillon. Ensuite, on continue la suite. On a basculé cette vanne et transféré l'échantillon qui se retrouve en tête de colonne. Donc là, vous pouvez voir, au début de la colonne chromatographique, on a une tache violette qui apparaît. Et on voit qu'au fur et à mesure que le fluide s'écoule à travers la colonne, on a cette tache qui va commencer à migrer. Et donc, cette migration, elle s'accompagne d'une séparation progressive des différents constituants du mélange. On voit par exemple qu'on a une petite bande fuchsia qui commence à apparaître sur l'avant du front, suivie d'une bande bleue et d'une bande jaune un petit peu sur l'arrière. Donc là, on a le processus de séparation qui commence à se mettre en œuvre et on va voir les différentes couleurs qui, au fur et à mesure, vont séparer. On peut voir également que juste après la bande bleue, on a une petite bande violette qui commence à apparaître et qui correspond au 4e colorant qu'on cherche à séparer. Donc en fait, ici, on avait un mélange de 4 colorants et les 4 colorants, on commence à les voir se séparer au fur et à mesure de leur migration dans la colonne. On voit également que cette migration, elle s'accompagne d'un phénomène d'élargissement de notre bande de composés qu'on a injectés. C'est lié au processus chromatographique qui vont faire que ce qui était dans un tout petit volume au début, finalement, ça va se répandre sur un volume un petit peu plus grand et ça va s'étendre. Donc, on a un phénomène de dilution lié au processus chromatographique. Donc là, on continue. Voilà, justement. Là, on a fait une petite coupure, on a fait un accéléré parce que la manip, elle prend une vingtaine de minutes et je pense qu'au bout de 20 minutes, vous aurez tous endormi, aussi bien dans la salle que derrière votre ordinateur. Donc là, on voit que les bandes, elles se séparent de plus en plus et entre chaque bande de composés, on voit qu'il y a une bande translucide blanche qui apparaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à séparer complètement les différents constituants et qu'on va pouvoir avoir
des bandes individuelles qui constituent chaque composant séparé de zones où il n'y a que du solvant. Donc, à la sortie de la colonne, si on récupère, on pourrait les avoir individuellement. Là, on voit bien aussi, sur cet effet de grossissement, que l'allure de notre bande, ce n'est pas un front plat. On voit quelque chose qui ressemble un peu à une sorte de cloche, une sorte de parabole, si on veut commenter ça. Et ça, en fait, c'est lié au fait que dans la colonne, l'écoulement qui se produit, il ne se produit pas sous la forme d'un écoulement où tout le monde va à la même vitesse. En fait, ce qui va au centre de la colonne va un petit peu plus vite que ce qui va sur les bords. Et ça, c'est bien connu des gens, par exemple, qui font de l'aviron, parce que dans une rivière, quand on fait une course d'aviron dans le sens du courant et qu'on est au centre de la rivière, on est toujours favorisé parce qu'il y a un petit peu plus de courant que sur les bords de la rivière. Donc là, on a le même phénomène et on voit très bien ce profil de vitesse parabolique que de manière savante, je crois qu'on appelle un poiseuil. Je ne suis pas un spécialiste en hydrodynamique, donc je ne me permettrai pas d'aller trop loin. Donc là, pareil, on a refait une coupe et on arrive bientôt à la fin de la colonne et les espèces, elles vont pouvoir sortir. Donc là, on a pu voir la séparation dans la colonne. Dans la vraie vie, en fait, on ne voit pas ce qui se passe sur les colonnes qui sont en métal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En sortie de colonne, on va mettre un système qui va nous permettre de détecter les différentes espèces et donc de nous donner un enregistrement qu'on va appeler un chromatogramme et qui va nous permettre d'avoir des pics dont la taille va dépendre de la quantité de produits qu'on va avoir. Donc là, si on se mettait en sortie de colonne, on aurait en fait un système avec 4 pics qui correspondent à chacun des 4 colorants avec une jolie séparation. Voilà, donc là on est commencé à arriver. Donc je pense que je vais pouvoir interrompre le film et on va pouvoir reprendre la suite de la présentation. Donc là j'ai pris un autre exemple de chromatogramme pour vous montrer le type d'enregistrement qu'on peut avoir quand on travaille sur des appareils. Donc là c'est une séparation qu'on fait en travaux pratiques à l'ESPCI. C'est une séparation de stéroïdes. Vous voyez comme quoi on fait des choses qui sont assez proches de ce qu'on peut avoir comme problématique réelle. Et donc, la séparation des 5 stéroïdes qu'on a ici, moi, je la trouve assez jolie ici, puisqu'on a séparation de nos différents composés. Et on voit que si l'enregistreur il répond proportionnellement à la quantité de produits, on obtient des jolis pics qui ressemblent un petit peu à des gaussiennes, ce qu'on appelle. Donc là, notre séparation de nos 5 stéroïdes en fonction du temps, avec une séparation de l'ordre de grandeur de quelques minutes. Donc là, j'ai pris quelque chose qui marchait relativement bien. Les ordres de grandeur des séparations chromatographiques, je dirais, c'est de l'ordre, ça peut aller de la dizaine de minutes à l'heure sur les méthodes qu'on utilise de manière classique. Alors là, on a vu comment on pouvait séparer facilement 4 à 5 composés. Dans les échantillons réels, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, souvent, on n'a pas que 4-5 composés à séparer, mais on peut en avoir plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Donc là, c'est une photo que j'ai piquée à un de mes collègues qui fait un cours de chromatographie avancée, où il voulait montrer que dans le cas des mélanges complexes, c'est un petit peu comme dans l'embouteillage. Il y a tellement de monde que on s'en sort pas. Donc qu'est-ce que ça comment ça peut se traduire d'un point de vue chromatographique? Ça se traduit sous la forme d'un chromatogramme, comme on a vu précédemment, mais cette fois-ci, il est beaucoup moins sympa que celui que je vous ai présenté de manière scolaire avec les stéroïdes, parce qu'on voit qu'on n'a pas ici des pics bien séparés, on a une sorte de continuum de pics avec des intensités variables, avec des composés qui sont mélangés encore à l'issue de cette séparation. Donc pour prendre un exemple de mélange complexe, j'ai pris par exemple une coupe pétrolière, ce qui est relativement classique. Et dans une coupe pétrolière, on peut facilement trouver plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de composés, suivant le type de coupe pétrolière à laquelle on s'intéresse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chromatographie classique, telle qu'on l'a vu, on commence à toucher ses limites avec ces mélanges très complexes. Comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est confronté à ce genre de situation? Eh bien, une solution, c'est de dire, au lieu de faire une seule séparation, je vais en faire 2. Et donc, au lieu de faire une séparation selon un type de mécanisme, je vais coupler 2 séparations. Et donc, je vais non plus avoir une dimension de séparation, mais 2 dimensions de séparation. Et donc, je vais avoir non plus une ligne pour la séparation, mais un plan. Et donc là, on rentre dans le domaine de ce qu'on appelle la chromatographie bidimensionnelle. Donc, cette chromatographie bidimensionnelle, ça marche un petit peu de la même façon que l'autre. J'ai pris un exemple tout bête
avec un mélange de différents composés qui ont différentes tailles et différentes formes. Donc, je me dis, si par exemple, sur la première dimension, je fais une première séparation selon un critère. Le critère que je vais utiliser, en mettant en œuvre les bonnes interactions physico-chimiques, ça va par exemple être la taille de mes molécules. Donc, je vais pouvoir séparer sur la première dimension selon la taille de mes molécules. Donc là, j'ai une première séparation selon un premier critère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai quand même des composés qui sont ensemble. En technique, on dit qu'ils sont co-élués puisqu'ils sont élués en même temps. Donc tout ce qui a la même taille, grosso modo, ça sort au même endroit. Comment est-ce que je peux m'en sortir? Eh bien, il faut que je me débrouille pour coupler à cette première séparation selon la taille, une seconde séparation selon un autre mode. Et cet autre mode, ça va être par exemple la forme. Et là, dans ce cas-là, je fais une double séparation et j'ai un plan de séparation qui va me permettre de démultiplier les possibilités et donc le nombre de composés que je vais pouvoir analyser. Donc typiquement, sur le chromatographie unidimensionnelle où on a une séparation maximum, si on optimise, de quelques dizaines de composés, là, on va passer à une séparation de quelques dizaines de composés sur la première dimension, multipliée par une séparation de, même si on est beaucoup moins performant sur la seconde dimension, mettons de 5. Donc on a, mettons, une dizaine à l'extrême 100 x 5. On passe à une capacité de séparation, ce qu'on appelle une capacité de pic, parce que nous on aime bien parler de pic, qui va être cette fois-ci non plus de quelques dizaines, mais de plusieurs centaines. Donc ça, c'est le principe de la chromatographie multidimensionnelle. Alors ça, c'est un schéma schématique schématisé, mais qu'est-ce que ça peut donner si je repars, par exemple, de ma coupe pétrolière qui me donnait quelque chose qui n'était pas tout à fait satisfaisant et que je fais ça en bidimensionnel? Eh bien, ça donne ce genre de jolie image. C'est-à-dire qu'on a une représentation dans l'espace avec, sur le premier axe de la première dimension, la séparation selon un critère. Là, ici, on a mis en œuvre de la chromatographie en phase gazeuse bidimensionnelle. Donc, par rapport aux conditions qu'on a choisies, sur la première dimension, on a fait une séparation selon les températures d'ébullition. Donc, en gros, plus ça bout tôt, plus ça sort tôt. On appelle ça la volatilité. Et une séparation sur la seconde dimension selon un critère qui est plus lié à la polarité. La polarité, en gros, c'est le fait que le composé il ait plus d'affinité pour l'eau ou pour l'huile. Un composé polaire sera bien dans l'eau. Un composé qui ne sera pas polaire, il sera bien dans l'huile. Donc là, j'ai simplifié, mais ça donne ce genre de séparation. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur ce plan de séparation, on a des pics avec différentes intensités. Donc là, on a utilisé un petit logiciel qui nous permettait d'avoir des différentes couleurs. Donc, c'est assez joli, ce type de représentation. Je dirais, c'est encore plus joli si, comme grâce à un de mes étudiants, on arrive à le faire tourner dans l'espace et à voir sous différents angles ce que ça peut représenter. Donc, on voit là les différents pics et justement le nombre de composés qu'il peut y avoir. Qu'on passe de quelque chose, on a l'impression qu'on avait quelques dizaines de composés, à là, quelque chose où on voit plusieurs centaines, avec des composés majoritaires et des composés minoritaires qui se présentent sous la forme de tout petits pics. Alors, on va arrêter ça. L'idée, c'est que ce que je vous ai montré là, c'est très marketing. C'est-à-dire qu'on voit des jolies choses dans l'espace, ça bouge, c'est très joli. En pratique, ce n'est pas sur ça qu'on va travailler en laboratoire. En laboratoire, pour travailler, on a besoin de choses qui sont plus concrètes et en général qui sont à 2 dimensions. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on utilise cette chromatographie bidimensionnelle? Eh bien, on projette sur un plan nos pics et on utilise, pour rendre compte de l'intensité relative des différents pics qui correspondent aux différents composés, un code couleur. Et là, le code couleur est assez naturel. Quand c'est bleu, c'est au niveau de l'eau. Et quand c'est rouge, on est au sommet des montagnes. Donc, ça veut dire que là, on a quelques composés majoritaires qui correspondent aux gros pics qu'on voyait dans l'espace à 3 dimensions et qu'on voit ici sous forme de taches un peu plus rouges que les autres. Donc ça, cette représentation qu'on appelle le color plot, c'est ce qu'on utilise couramment lorsqu'on travaille sur des chromatogrammes bidimensionnels. La dernière partie de mon exposé, et après je vais laisser la parole à Vincent, parce que je pense que vous attendez tous qu'on parle polyscientifique et que la chromatographie, j'ai été bien gentil avec vous, mais il est temps que ça s'arrête. Donc la dernière chose que je vais vous donner, c'est une information sur
Une question qu'on se pose souvent. C'est bien beau d'avoir un pic, mais qu'est-ce qu'il y a sous ce pic? C'est qui le composé qui a sous ce pic? Alors, pour répondre à cette question, par exemple, j'ai pris un cas d'étude. J'ai pris un pic que j'ai entouré en rouge ici. On me demande qu'est-ce qu'il y a sous ce pic. Pour savoir ce qu'il y a sous ce pic, en général, il faut qu'on utilise pour détecter le composé, non pas seulement un système de détection qui nous donne une information sur l'intensité, sur la quantité de produit qu'on a, mais aussi sur sa structure. Et ce type de détecteur, il existe et on l'utilise couramment en chimie analytique et c'est ce qu'on appelle un spectromètre de masse. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est simplement un appareil qui, quand on lui envoie un produit à l'intérieur, nous donne une sorte de carte d'identité du composé. Cette carte d'identité, c'est un enregistrement avec des barres à différentes valeurs de masse. Ces cartes d'identité, elles sont spécifiques à chaque composé. Et donc, à partir de là, en comparant ce qu'on obtient expérimentalement, puisque ça, c'est ce qu'on appelle le spectre de masse expérimental qui correspond au composé que j'ai entouré, et bien, en comparant cette valeur qu'on a obtenue expérimentalement à des choses qui sont tabulées dans des librairies et qui nous disent, bah, tiens, à partir de ce que vous avez observé là, bah, le logiciel de comparaison nous dit qu'il y a des chances que ça ressemble à ce spectre de référence ici. Et donc, du coup, à partir du moment où on a le spectre de référence, on a la tête du coupable. Et ici, notre composé qu'on cherchait à identifier, c'est rien d'autre qu'un composé aromatique qui s'appelle le paraxylène. Donc voilà. L'utilisation des techniques bidimensionnelles, je vous l'ai montré, ça pouvait servir pour l'analyse de coupes pétrolières. Ça a plein d'autres applications. On le retrouve également dans la parfumerie, dans la recherche de composés organiques volatiles, marqueurs de pollution. On le retrouve par exemple lorsqu'on peut travailler sur les huiles alimentaires et les composés dégagés par ces huiles alimentaires. De manière générale, j'ai mis un tiret avec tous les omiques. Vous savez, c'est très à la mode de parler de omiques. On parle de protéomiques, on parle de génomiques et ainsi de suite. Donc toutes ces techniques multidimensionnelles, elles s'adaptent parfaitement à ces échantillons qui contiennent à chaque fois des centaines et centaines de composés. Donc je vais rajouter 3 petits points. Et puis, j'ai laissé maintenant la transition toute faite pour Vincent, la police scientifique, et il va vous expliquer comment on a utilisé ces techniques. Je vous remercie de votre attention et je me tais. Bonjour à tous. Ouais, vous m'entendez? Donc bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux en tout cas, ça fait plaisir. Et pour rebondir sur la transition de Jérôme, on va peut-être parler un petit peu d'odoromique, si je peux me permettre l'invention. Mais voilà, donc je vais essayer de vous présenter un petit peu ce sur quoi on travaille donc à l'IRCGN, donc l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, donc qui se situe à Pontoise. Donc notamment sur la comparaison d'empreintes olfactives pour réussir à identifier une personne. Donc juste la petite slide de propagande. Donc bon, à l'IRCGN, on est à peu près 500 personnes, donc gendarmes, civils, qui travaillons donc sur un site vraiment tout récent, donc à Pontoise, qui a été bâti, enfin livré en tout cas en 2015. Et donc c'est là que se situent véritablement les laboratoires de la police scientifique, mais côté gendarmerie. Donc vous avez vraiment toutes les disciplines, enfin en tout cas accessibles à la gendarmerie, qui y sont représentées. Donc moi, il suffit que je descende de 2 étages pour arriver en balistique, par exemple, ou en médecine légale. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant à Pontoise, c'est que bon, on a la chance d'avoir tout regroupé au même endroit et donc toutes les spécialités vraiment sur place. Donc voilà, différents départements. Donc ça va des empreintes digitales au département documents, à même tout ce qui est donc informatique, électronique, signal image-parole pour la reconnaissance de voix, par exemple. On a ensuite tout ce qui est beaucoup plus chimique, notamment la toxicologie qui parle beaucoup, le département balistique que j'ai évoqué, et le département où je suis, donc le département environnement, incendie, explosif, donc qui est principalement constitué de chimistes analyticiens. Donc le contexte de cette étude, c'est le suivant. En fait, il y a plusieurs années, alors je veux dire, on s'est demandé, mais Jérôme notamment s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait réussir finalement à identifier une personne grâce à son odeur. Comment est-ce qu'on pouvait réussir à l'utiliser comme une trace individualisante
Parce que finalement, avec tout ce qu'on voit à la télé, avec les séries et tout ça, eh bien, les gens sont de plus en plus attentifs aux traces qu'ils vont pouvoir laisser derrière eux sur une scène de crime. Et donc, finalement, il y a 20 ans, vous n'auriez pas imaginé quelqu'un laver à l'eau de Javel pour effacer les traces d'ADN. Alors que maintenant, bah, c'est le cas. Donc finalement, on essaie de se tourner vers des nouvelles traces pour réussir à vraiment individualiser et identifier une personne. Donc l'odeur humaine, voilà, ça marche pour les chiens. Enfin, je pense que vous l'avez tous vu, si vous avez des animaux, les chiens sont vraiment formidables. Et puis on les voit, en tout cas nous, travailler tous les jours, que ce soit pour la recherche de produits accélérants ou d'autres thématiques. Et ils sont aussi extrêmement doués pour la recherche de personnes, notamment la recherche de personnes disparues, donc dans différentes affaires. Nous, on a essayé au laboratoire de faire la même chose, mais avec des outils analytiques. Alors, j'ai pas réussi à virer le... Donc de revenir sur... de faire vraiment une stratégie analytique complète pour réussir à corroborer les informations que va apporter le chien. Parce que finalement, un chien, c'est bien beau, mais si vous retrouvez une personne, vous n'allez pas pouvoir mettre la personne en prison juste parce que le chien a été reniflé. D'accord ? Vous ne serez jamais sûr à 100% que le chien a éterniflé la personne parce que c'était lui qui a tué, je sais pas, monsieur X quelque part, ou si parce que le chien n'avait plus envie de jouer, ou qu'il avait un petit creux et que vous aviez mangé un sandwich au poulet le midi. Donc finalement, au bout du compte, vous êtes toujours face à ce dilemme, la parole d'un suspect ou de quelqu'un qui va être potentiellement incriminé contre la parole d'un animal. Donc là, vous vous rendez bien compte que devant un tribunal, ça ne peut pas tenir. Donc, notre problématique est de réussir à confirmer, à corroborer les informations que va apporter le chien devant les tribunaux en apportant plus de force probante, donc notamment grâce à des outils analytiques. Donc une stratégie complète qui va du prélèvement, donc grâce à une petite phase absorbante, donc pareil, elle est sur le bureau, c'est tout petit par contre, ça tient dans ce petit flacon. Donc une phase absorbante qui va nous permettre de récolter l'odeur, donc c'est la phase de prélèvement de l'échantillon. Donc habituellement, on fait un protocole où, en tout cas pour la phase de R&D, où on fait frotter chaque sujet 4 petits barreaux de polymère pour avoir 4 échantillons prélevés en même temps. D'ailleurs, j'ai des préleveurs dans la salle. Merci encore. Une fois qu'on a ce petit barreau de polymère, on a donc notre échantillon. Chaque échantillon va donner un chromatogramme. Donc ça, Jérôme vous a expliqué tout à l'heure à quoi ça ressemblait. Et voilà, vu que c'est l'embouteillage en début de colonne chromato, on a utilisé de la chromatographie gazeuse bidimensionnelle. Donc c'est le GC croix GC que vous voyez à l'écran. Et de la spectrométrie de masse, le MS, pour l'identification des molécules. Et vous avez, je vous ai mis à côté donc un petit chromato miniature, parce que bon, vous en avez déjà vu plein. Mais voilà, c'est à peu près le genre d'empreinte, si vous voulez, qu'on va récupérer après. Une sorte de cartographie avec plein de tâches. Donc après, nous, notre but, ça va être de déterminer que sont ces tâches et finalement, est-ce que ces tâches peuvent nous permettre de différencier des personnes. Et donc ça, c'est toute la phase traitement de données qui est encore en cours et c'est un gros morceau. On travaille dessus. Donc finalement, qu'est-ce que l'odeur? Parce que à part vous dire que c'était compliqué et que c'était l'embouteillage, je ne vous ai pas dit grand-chose pour l'instant dessus. Donc il faut savoir que finalement, on dit l'odeur, mais déjà l'odeur, c'est une perception qui est totalement subjective. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que vous allez sentir. Après, ça va dépendre de qui sent. Quelqu'un va sentir telle odeur, une autre personne va en sentir une autre, etc. Ça dépend aussi de votre odorat. L'odorat humain n'est pas le même que celui des animaux, etc. etc. Donc globalement, c'est un abus de langage, c'est quelque chose qu'on va dire tout le temps, mais il faut imaginer ça comme un cocktail de molécules. Alors je dis plusieurs molécules, mais plusieurs centaines de molécules, et donc ils vont avoir des origines extrêmement différentes. Ça peut être donc des molécules qu'on va classer d'odeur primaire, donc celles-là, on va supposer qu'elles sont génétiquement déterminées et donc elles vont être vraiment caractéristiques d'un individu. Pareil, empiriquement, on se dit que c'est ça que le chien renifle et réussit à discriminer pour réussir à trouver une personne. Le problème, c'est que nous, on fait de la chromato, on n'a pas l'odorat du chien et c'est mélanger tout ça à des molécules qui vont appartenir à l'odeur secondaire. Celles-là, ça va être des molécules qui vont avoir un comportement beaucoup plus variable, mais qui vont quand même être sécrétées par votre organisme. Je pense par exemple quand vous avez peur, ou quand vous avez mangé des choses spéciales, qui n'a pas mangé d'asperges dans cette salle. Enfin voilà, toujours des petites choses qui vont venir se rajouter à votre chromatogramme et à votre odeur primaire. Et le pire de tout, j'ai envie de dire, c'est finalement l'odeur tertiaire, parce que voilà, les savons, les cosmétiques, tout ce que vous pouvez vous rajouter, les odeurs également de l'environnement, vont venir se greffer là-dessus. Et là, ça ne va pas être des composés endogènes, qui sont sécrétés par votre organisme, mais des composés exogènes, qui viennent de l'extérieur,
et qui vont venir se rajouter encore une fois à cette empreinte et la compliquer encore plus. Donc finalement, je vous ai dit également que l'odorat c'était compliqué, que ça dépendait de la personne. Voilà, vous connaissez tous le concept clé-serrure dont on parle, notamment pour les enzymes, pour ceux qui font un peu de biologie. Eh ben, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en fait, ça a même été l'objet d'un prix Nobel. En fait, l'odorat, c'est pour l'instant quelque chose qui n'est pas encore bien compris. Donc voilà, désolé pour les spécialistes du domaine, ce sera peut-être partiellement faux ce que je vais dire. Mais dans tous les cas, vous avez finalement un récepteur olfactif qui va être activé par plusieurs types de molécules et une molécule qui peut activer plusieurs récepteurs. Donc là, vous imaginez déjà la complexité. Là, on parle d'une molécule ou plusieurs types de molécules, donc imaginez des centaines et des centaines de molécules pour réussir à trouver le bon récepteur olfactif, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment très très complexe. Donc nous, cette odeur, on a décidé de la prélever d'une manière toute simple, finalement, parce qu'on ne va pas se servir de notre nez, mais on va se servir donc, du petit barreau de polymère qui est dans ce tube, donc, que vous voyez normalement assez bien sur la photo. Et on va travailler de deux manières. La première, ça va être le prélèvement dit indirect. Ce petit barreau de polymère, en fait, on va l'utiliser pour prélever les molécules avec une pompe. Donc l'air qu'on va aspirer, en fait, les molécules qui sont dessus vont venir se coller dessus. C'est ce qu'on appelle de l'adsorption. Donc en fait, les molécules d'intérêt, finalement, qu'on veut prélever, vont ensuite être collées sur le petit bout de polymère. L'intérêt de ce petit bout de polymère, c'est qu'il tient dans une cartouche ou dans le petit tube que je vous ai montré tout à l'heure, et qu'on peut insérer ça facilement dans une pompe portable et même transportable qu'on pourra emmener juste dans sa poche, sur le terrain, dans une mallette, etc. Donc ça, on a un partenariat avec la société Chemlis. On a déposé un brevet donc, pour développer vraiment un système de pompe qui va permettre de maximiser l'information récoltée et de récupérer un maximum de choses des prélèvements qu'on souhaite faire. Donc ça, c'est encore en cours. Et je ne peux pas vraiment tout vous montrer pour l'instant parce que bon, y a le brevet, mais quand ce sera sorti, peut-être l'année prochaine, pourquoi pas. Donc concrètement sur le terrain, je vais vous montrer un petit exemple. Donc on avait pris par exemple le téléphone portable dernière génération de ma stagiaire il y a quelques années. Donc on avait mis dans une chambre de prélèvement en verre. Cette chambre de prélèvement, non, on rigole, mais elle avait vraiment un téléphone dernière génération. Donc cette chambre de prélèvement en verre, on va la connecter à la pompe et on va venir aspirer pendant 15 minutes à 200 ml minute. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'air qui est contenu dans la chambre va venir directement dans la petite cartouche et les molécules vont venir se coller dessus. Ensuite, on s'est dit, on va pas s'arrêter là, on va prendre l'échantillon et on va le mettre au frigo pendant 1 mois. Voilà, on s'est dit un peu de défi. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ensuite, on a emmené donc, mon ancienne stagiaire dans un parc et on lui a fait faire un chemin du point A au point B. Donc là, vous imaginez, on trace une piste. Et le lendemain, le jour J, on a ramené ma stagiaire au point B. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a emmené donc, un Saint-Hubert, donc spécialisé dans la recherche de personnes disparues. Donc le Saint-Hubert, c'est la Rolls-Royce des chiens pisteurs. Ils ont un odorat, je n'ai même pas de chiffres à vous donner, mais c'est beaucoup de fois plus développé que le nôtre. Et là, vous imaginez donc que le prélèvement a été fait 30 jours en amont, d'accord, que la piste a été faite la veille, sachant que ce jour-là, il y avait eu du vent la nuit et tout. Et le chien a quand même tracé la piste sans sourciller et l'a retrouvée, mais sans même hésiter un instant. Donc ça c'est un petit exemple assez marrant finalement parce que ça vous montre les capacités du chien qui sont vraiment incroyables et exceptionnelles. Et nous, voilà, on essaye en tout cas avec ce petit bout de polymère de se rapprocher de ça pour la suite. Donc ça, c'est le prélèvement indirect. Ensuite, on a le prélèvement direct. Donc là, vous voyez, j'ai fait le cobaye en frottant 4 Sorbstar dans les mains. Donc là, on peut imaginer après, par exemple, sur le terrain, qu'en pratique, ça va être un gardé à vue, quelqu'un dont vous voulez prélever l'odeur. Vous allez, dans ce cas-là, s'il est en face de vous, le prélever de manière directe et vouloir le comparer à un prélèvement que vous auriez fait de manière indirecte sur un téléphone se retrouver sur une scène de crime ou juste à l'air ambiant, l'odeur qui serait restée sur place. Donc voilà toute la problématique criminalistique qui est en face de nous et à laquelle on doit essayer de répondre. Donc pour ça, on a travaillé étape par étape et on s'est vraiment concentré déjà sur le prélèvement direct. Pourquoi direct? Parce que c'est plus facile.
Donc on a déjà une méthode optimisée donc en thermodésorption pour que la chromatographie gazeuse bidimensionnelle et à la spectro de masse. Donc ça, je ne repasse pas dessus, Jérôme vous l'a présenté tout à l'heure. Et on a lancé 2 études. Donc une première sur l'étude de la variabilité de l'odeur au cours du temps. Parce que bon, voilà, c'est toujours la question, est-ce que vous gardez la même odeur tout au long de votre vie? Donc ça, c'est encore une question à laquelle on essaie de répondre. Empiriquement, on peut dire que oui, ou peut-être, ou en tout cas sûrement, parce que le chien y arrive. Après, d'un point de vue vraiment scientifique, avec des outils analytiques, on n'est pas encore capable de répondre à cette question. D'un autre côté, on a constitué un panel de plusieurs centaines de personnes et on est arrivé aujourd'hui donc à quasiment 600 individus et plus de 2000 chromatogrammes dans notre base de données. Donc voilà, on est assez content d'avoir réussi à enrichir le panel autant parce que ça permet vraiment de faire après des statistiques dessus et d'avoir des résultats peut-être un peu plus probants. Donc voilà l'appareil, à quoi ça ressemble. Donc ce magnifique thermodésorbeur que vous voyez sur la droite, avec ensuite donc la chaîne analytique ici. Donc ça ressemble un peu à ce que Jérôme vous a montré tout à l'heure, sauf qu'ici on n'a pas des colonnes pour la liquide, on a des colonnes capillaires comme ça pour la chromatogaz. Et vu qu'on est en bidimensionnel, à l'intérieur il y a 2 colonnes qui sont couplées avec un modulateur. Et derrière donc la spectro de masse qui permet d'identifier les molécules. Donc voilà, donc, je vous disais qu'on avait créé notre panel avec un protocole standardisé, avec un kit de prélèvement, et qu'on faisait frotter donc aux volontaires pendant 15 minutes 4 petits sorbstars. Et donc on a vraiment demandé à toutes les âmes charitables de bien vouloir faire frotter dans leur entourage des gens pour réussir à avoir un panel le plus diversifié possible. On a également été faire des campagnes dans des écoles, donc notamment à l'ESPCI, on est venu l'an dernier, à l'ISIPCA, qui est une école de cosmétique à Versailles avec qui on travaille également. Et les différents techniciens d'investigation criminelle aussi qui nous ont pas mal aidés, qui étaient venus en stage à l'IRC. Du coup, 2 objectifs principaux pour cette problématique criminalistique. La classification, c'est-à-dire finalement, est-ce qu'à partir d'un chromatogramme ou d'une odeur, vous êtes capable de dire, tiens, c'est un homme de 40 à 50 ans et il habite à la campagne? Est-ce que c'est un fumeur? Est-ce que... voilà, plein de questions. Est-ce qu'il a les cheveux bruns? Voilà, plein de questions auxquelles vous pouvez essayer de répondre. Ça, c'est l'une des approches. La deuxième, c'est l'individualisation. L'individualisation, c'est ce que je vais vous présenter rapidement pour terminer cette conférence. C'est finalement réussir à dire est-ce que les 2 chromatos, notamment que j'ai en face de moi, appartiennent ou non à la même personne. Donc pour ça, voilà, je ne pouvais pas ne pas terminer sans vous montrer un peu de stats, parce que bon, Jérôme vous a montré toute la partie analyse, il vous a bien dit que c'était pas du presse-bouton, et c'est vraiment pas du presse-bouton, parce qu'en plus de toute cette partie au labo, il y a toute la partie traitement de données, et vous savez bien qu'avec les nouvelles technologies, on a de plus en plus d'informations, et plus il y a d'informations, plus c'est difficile à traiter. Donc avec de la bidimensionnelle, là, on n'est pas sur des centaines de milliers de composés comme sur les coupes pétrolières, mais on atteint quand même les milliers. Donc vous imaginez 2000 chromatogrammes avec des milliers de composés dans chacun, voilà, ça commence à devenir vraiment compliqué à traiter. Donc pour ça, on a besoin de stats. Donc ici, les stats vont nous permettre de dépouiller, entre guillemets, nos différents chromatogrammes et de déterminer si ils appartiennent, on en prend 2, on pioche 2 chromatos et on se demande est-ce qu'ils appartiennent ou pas au même individu. Donc ça, ce sont les 2 hypothèses de travail, H0 et H1 qui sont écrites en dessous. Et donc ensuite, on va, j'allais dire tout simplement, calculer des distances entre les chromatogrammes. Je vous passe les détails. Mais en gros, plus ils sont éloignés, moins il y a de chances qu'ils appartiennent à la même personne. Voilà, donc on va utiliser ici notamment une approche bayésienne qui permet d'avoir des résultats assez prometteurs. Donc je n'ai pas présenté les derniers, Isabelle, je suis resté sur ce qu'on avait mis dans la dernière publi. Donc voilà, on a réussi finalement à séparer. Vous voyez, donc grosso modo, vous avez ici en rose la distribution de tous les couples de chromatogrammes qui appartiennent à la même personne. Et vous voyez qu'ils sont séparés des chromatogrammes en bleu, de la distribution des couples de chromatogrammes qui appartiennent à des personnes différentes. Mais qu'il y a quand même un petit recouvrement entre les 2 distributions. C'est-à-dire que si entre 2 chromatogrammes inconnus, j'obtiens une distance de 0,5, voilà, vous avez quand même un petit doute. Par contre, si j'ai une distance de 1, vous allez dire, voilà, j'ai plus de chances que ces deux chromatogrammes appartiennent à des individus différents.
Donc voilà, grosso modo, avec les mains, ce qu'on essaie de faire ici avec les statistiques. Donc des résultats plutôt prometteurs, parce qu'avec moult optimisation, on a réussi à avoir plus de 98% de réussite et de taux de bien classé sur les couples de chromatogrammes qu'on a testés. Donc voilà, en bref, en un mot, on a ce petit bâtonnet de polymère, le SorbStar, qu'on peut utiliser donc, pour un prélèvement direct sur un suspect, un gardé à vue, en prélèvement indirect associé à une pompe, pour une analyse au laboratoire. On peut même l'utiliser avec les chiens. Donc ça, c'est tip top, parce que finalement, on peut se dire qu'avec un seul prélèvement, on est capable de faire à la fois une analyse labo, à la fois de faire partir le chien sur une piste, et également de le mettre au frigo pour une analyse plus tard. Donc voilà tout l'enjeu finalement de cette étude. Après, là, je vous ai parlé criminalistique, mais finalement, il y a d'autres applications. Donc, notamment, on travaille en partenariat avec l'Institut Curie sur le projet CADOG, avec le cancer du sein, donc qui est un gros projet, en tout cas pour la détection de marqueurs qui pourraient permettre ici de caractériser un cancer. On travaille également avec l'hôpital Foch sur le cancer du poumon, avec le professeur Perron de Garches sur la maladie de Lyme, sur la mucoviscidose, et également avec Barbara Ferry, donc du CNRL à Lyon, qui étudie la variation de l'odeur au cours du temps. Donc elle prélève tous les 6 mois des enfants pour essayer de voir finalement s'il y a une variation d'odeur pré- ou post-puberté. Donc voilà, donc ça c'est quelques partenariats qu'on a pour essayer finalement de développer ce projet. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Et un grand merci aussi donc, à nos partenaires, donc Chemlis, avec qui on travaille sur la pompe, Isabelle Rivals de l'équipe de statistiques appliquées qui est là, et donc de l'ESPCI, et puis l'Institut Curie avec qui on travaille beaucoup sur le projet CADOG. Et merci à vous pour votre attention.